Salut à tous, bienvenue sur Iggy TV. Donc aujourd'hui, peut-être que vous le connaissez déjà, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde de Warhammer 40 000. Je vous présente Mathieu, alias Manwë. Salut Manwë. Salut, bonjour à tous. Alors, le principe, c'est que t'as une double casquette là depuis peu. T'as la casquette bien connue de président de la FEC 40K. Alors déjà, on peut parler un petit peu de ça. C'est quoi la FEC? Et qu'est-ce que ça veut dire FEC? J'ai essayé de chercher, mais F-E-K, pardon, ça fait... Il manque un K pour 40K ou un truc comme ça, non? Ouais, en fait, c'est l'acronyme de son ancien nom, puisqu'à l'époque, l'objectif de la FEC, c'était d'organiser le circuit qualificatif pour que l'équipe de France aille à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, autrefois, ça s'appelait ETC, European Team Championship. On a mis French devant et Qualifier derrière, et donc on a pris F pour French, E pour ETC et Q pour Qualifier. D'accord. Et on a gardé cet acronyme pour continuer, même si nos missions ont évolué et ont grandi, quoi. Alors, du coup, c'est quoi les missions là sur la FEC? Maintenant, c'est devenu la Fédération Française de Warhammer 40 000, au-delà de l'aspect compétitif. Ouais, alors on conserve évidemment l'aspect de l'équipe de France, donc pour qualifier l'équipe de France, qui va bientôt, en août, qui va aller à Mechelen en Belgique pour la Coupe du Monde. On a aussi d'autres missions. Il y a la mission d'organiser le championnat, puisque maintenant il y a la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, ouais. avec 140 équipes inscrites. Donc on organise l'ensemble. Au total sur les 3 ligues, ouais. Ouais, au total sur les 3 ligues, il y a 140 équipes. Et on organise ça en relation avec les assos locales, pour leur permettre d'organiser tous ces événements, les matchs allés et les matchs retour. L'autre partie, c'est l'arbitrage, donner un coup de main aux événements qui le souhaitent, pour arbitrer leurs événements, et aussi répondre aux questions des joueurs tout au long de l'année, quand il y a différents points, différentes questions qui arrivent sur notre Discord. Et le dernier sujet, c'est d'essayer de développer au maximum le jeu organisé en France, et on va développer dans les années et mois prochains des soutiens aux organisateurs de tournois, pour que ce soit de plus en plus facile d'organiser des événements, etc. Donc là, tu parles de documents, tu parles de décors, ouais, peut-être, de matos. De documents, de prêts de décors, de packs tournois avec des éléments qu'ils pourraient avoir besoin, d'imprimer les feuilles de score, toute l'administrativo, ou tout ce qui est utile pour aider un tournoi à se développer. Et après, il faut que l'association adhère du coup à la Fédération Française? On est en train d'y réfléchir. Ouais. On est en train de voir. Pour l'instant, c'est les joueurs, les individus, les arbitres qui adhèrent. Il n'y a pas encore les associations qui adhèrent. Mais ça, c'est dans le cadre de l'évolution, pour voir un petit peu qu'est-ce qui serait le mieux. Est-ce que c'est des assos ou est-ce que c'est des individus qui adhèrent? Mais du coup, à la FEC, vous êtes combien de personnes en fait, du coup? On est 1500 membres pour l'instant. 1500 membres, et en fait, de personnes qui dirigent, entre guillemets, vous avez un bureau, c'est une structure associative en fait? Ouais, c'est une structure associative. Donc il y a, en termes de grands champs, il y a le bureau, où on est une quinzaine de personnes. Et on a le pool des arbitres, où on est 70 arbitres. Ensuite, il y a les capitaines, donc 140 équipes, donc 140 capitaines. Et l'ensemble des personnes, l'ensemble des membres, on est 1500. Ok, ouais, ça commence à faire du monde. Hein. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut de toute façon pour pouvoir commencer à parler et à causer un petit peu. Ouais. Tu me disais justement que du coup, tu avais la possibilité justement de parler un peu avec Games Workshop, pour voir un petit peu comment organiser tout ça. Ouais, c'est une nouveauté qui date d'il y a 1 an et demi, je crois. Quand ils ont mis en place la Coupe du Monde à Atlanta, ils ont commencé à travailler avec les différents représentants par pays. Et j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec eux sur la partie française de 40K. Et depuis, on a des réunions tous les mois avec eux pour discuter de tout, essentiellement sur les retours de la communauté française par rapport au jeu. Ouais. Sur tous les aspects, hein, que ce soit des questions d'équilibrage des jeux, de règles, de coups en points, mais aussi sur l'organisation des événements majeurs pour obtenir ensuite les places pour aller à Atlanta, et aussi sur des sujets annexes, des sujets nouveaux. Par exemple, il y a Game Workshop qui a pris en main un peu plus le classement ITC, le classement international des joueurs, et il y a des questions sur comment est-ce que les différents pays travaillent mieux avec le classement ITC pour mieux échanger les données, enfin
dans le respect des lois évidemment, mais faire qu'il y a une reconnaissance parce qu'il y a beaucoup de classements qui existent et voilà, c'est d'échanger tout ça, voir un petit peu comment on peut travailler. Ouais, l'idée ce serait de faire une sorte de classement mondial en fait des joueurs. Ouais, c'est quelque chose de possible. Pour aller un petit peu au-delà du classement qui pour l'instant est essentiellement anglo-saxon, donc les Américains, les Australiens, les Anglais utilisent beaucoup l'ITC, les autres pays utilisent leur propre système. Et ce serait peut-être de voir comment on peut créer des ponts entre tout ça pour qu'on ait un classement mondial des personnes. Oui, avec peut-être ce genre de choses, c'est ce qu'on travaille. On travaille dessus avec Games là-dessus. Et ils sont réceptifs du coup, j'imagine. Sinon. Ouais, l'idée c'est vraiment qu'on ait un échange franc, ouvert. On est évidemment d'accord ou pas d'accord. Il n'y a pas d'obligation de suivre, mais c'est vraiment d'échanger en toute franchise, de dire voilà ce qui se passe dans nos pays, voilà ce qu'on pense être le mieux, voilà comment on pourrait l'améliorer, et eux qui répondent, etc. et qui nous proposent aussi des idées. Et ça se fait, quand vous faites vos réunions, du coup, c'est les différents pays ensemble? C'est-à-dire, par exemple, l'Espagne qui va dire quelque chose, et la France qui va dire bah non, nous n'est pas d'accord, ou alors. Ouais, c'est plutôt l'Espagne a un certain. Alors je dis l'Espagne comme ça, hein. C'est un oui, exemple. Mais ils font partie du groupe, donc la France dit alors chez nous ça marche plutôt comme ça. L'Allemagne a dit bah chez nous c'est plutôt cet aspect-là qui est mis en évidence. Dans certains pays il y a des structures nationales comme en France, dans d'autres pays il y en a pas. Dans certains pays ils sont plus affiliés sur beaucoup de petits événements. D'autres c'est plutôt des gros événements qui sont mis en évidence. En Angleterre, il y a tout le circuit UKTC qui tourne, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Donc, c'est vraiment, chaque pays a ses spécificités. Et comme le Game Workshop n'a pas forcément une vision fine de tout ce qui se passe dans ces pays, on fait un peu le lien et on leur explique, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a essayé, voilà ce qu'il nous semble remonter du terrain pour améliorer un petit peu l'idée. Ok. Et tu crois que c'est possible à un moment donné de réussir à mettre d'accord tout le monde en fait pour avoir un système commun ou Non, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord. On pourra par contre travailler ensemble et faire qu'il y a des passerelles qui se créent. Mais je ne suis pas sûr qu'uniformiser soit le meilleur moyen pour faire que tout le monde avance. Là, c'est plutôt respecter les spécificités de chaque événement, de chaque pays, et de trouver qu'est-ce qui est commun pour build dessus. Mais le reste... un système de points, etc. Et tu dirais que ce serait quoi la particularité de la France, justement, par exemple, par rapport à d'autres pays? Ça dépend par rapport à quel pays, mais chez nous, on n'a pas les événements comme aux États-Unis où tu as le LVO avec des milliers de joueurs dans leur single. En France, le plus grand événement, c'est en nombre de joueurs, c'est le French War Game Day, mais c'est un 2v2. Donc c'est compliqué de compter les points quand tu fais un 2v2. Sinon, nous, on a des événements actuellement à environ 100-150 joueurs en solo, ce qui est vraiment pas mal. Dans d'autres pays, ils sont largement en dessous. Par exemple, en Australie, ils sont beaucoup moins. Donc, c'est la taille des joueurs, la taille des événements en termes de nombre de joueurs. La taille du pays, ça joue aussi. Hein. Oui, c'est plus facile, je pense, en France de voyager qu'en Australie. On a quand même pas mal de trains et les villes sont un peu plus proches. Une autre différence qu'on a, c'est que nous, on est vraiment organisé. Il y a un championnat. Donc avec les ligues, donc Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Tu peux nous en parler un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas un peu ce système? Oui, avec plaisir. Alors, c'est un système qui... on n'a pas réinventé l'eau tiède. C'est un système qui est basé sur ce qui se fait dans beaucoup de sports, e-sport ou sport physique, où vous avez un système de ligue. Alors nous, en France, c'est un système assez récent, il date de 3 ans. Donc pour l'instant, on a en Ligue 1 6 équipes. Il y a ensuite en Ligue 2, ils sont par région, grande région, donc nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-est. Donc 4 Ligue 2. Et ensuite des Ligue 3 qui sont beaucoup plus régionales pour regrouper les équipes qui sont dans une même zone géographique. Et alors comment une équipe peut, si tu vois, moi j'ai envie de faire une équipe avec mes amis, comment je fais pour arriver dans une Ligue 3 en fait? Alors Ligue 3 c'est 6 joueurs par équipe, Ligue 2 et Ligue 1 c'est 8 joueurs par équipe. 8 joueurs c'est le format international, donc on dit qu'en Ligue 1 on joue à 8 joueurs. En Ligue 3, on se dit, c'est peut-être un petit peu fort de demander à 8 joueurs
parce qu'il faut aussi 8 codex différents. Ouais. Donc souvent, ça peut être un petit peu compliqué pour se lancer dans le système. Et donc en Ligue 3, il faut 6 joueurs. Et les inscriptions à la Ligue, c'est à partir du mois de juillet-août. Donc pendant l'été, on lance les inscriptions, on s'inscrit sur le site de la FEC, et ensuite, c'est parti. Vous dites il n'y a aucun prérequis, hormis qu'on soit 6 codex différents, qu'on a envie de jouer, et ça roule. Voilà. Après, il y a l'adhésion à la FEC qui est de 10 € par personne. Et il faut préciser la zone géographique que vous souhaiteriez jouer. Comme ça, nous, après, on fait la répartition au mieux du possible. Et puis, c'est parti. Et les championnats, donc les ligues, c'est match aller et match retour. Donc, 2 événements dans l'année. Souvent assez séparés dans le temps pour que la méta ait un peu évolué, pour donner un peu de saveur là-dessus. Et ensuite, il y a un système qui va rassembler les meilleurs. Et parmi les meilleurs, ils vont monter en ligue supérieure. Et les plus faibles des ligues supérieures descendent en ligue inférieure. Donc des montées et des descentes chaque année. Donc du coup, quand tu passes en ligue 2, il faut que tu trouves 2 joueurs de plus alors. Ouais. Et alors ces deux joueurs, en fait c'est quoi? C'est l'équipe qui monte ou c'est vraiment les joueurs en particulier? Ou c'est par exemple, j'ai mon équipe qui s'appelle le Maelstrom. Si le Maelstrom passe en ligue 2, après je peux à la limite changer tous mes joueurs, c'est pas grave? Comment vous contrôlez ça en fait? C'est l'équipe qui monte et l'équipe est contrôlée par le capitaine. Donc le capitaine porte le drapeau de l'équipe et c'est lui qui emmène son équipe. Il a la liberté de changer les joueurs. Hein. Ça, c'est de l'organisation interne, c'est de la liberté de chaque équipe. S'il y a un énorme abus, alors nous, en tant que bureau, on a une responsabilité de faire que tout fonctionne bien avec un certain nombre de principes de bonne organisation, de fair play, de bonne gestion. Donc on dira, c'est peut-être un petit peu abusé, mais sinon c'est vraiment le capitaine qui porte le brassard de sa propre équipe. Ouais. Ok. Et pour passer de Ligue 2 en Ligue 1, du coup, c'est le même système, tout le monde s'affronte? Ouais, c'est ça. C'est en fait comme il y a 4 Ligue 2, on va prendre les meilleurs de chacune des Ligue 2, donc 4 équipes. En Ligue 1, il y en a donc 2. Il y a le 6e de Ligue 1, le dernier de Ligue 1, il descend automatiquement. Le 5e de Ligue 1, il va rejoindre les 4 équipes de Ligue 2 dans un play-off. Et parmi les 2 meilleurs, les 2 gagnants de ce play-off vont monter en Ligue 1. Donc en fait, la 5e, je vais y arriver, équipe de Ligue 1 a un espèce de repêchage, de joker pour rester en Ligue 1. Ok. Et là, du coup, l'évolution, alors maintenant, ça fait 3 ans. Ça change beaucoup, les équipes de Ligue 1, ou finalement, on s'aperçoit que c'est un peu les mêmes que depuis le début Alors forcément, il y en a un qui change, mais... Alors, il y a quand même pas mal de changements. On a eu les no-name qui sont montés, les FNP qui sont montés, les FTA aussi. Il y a les Paris United, les Bisounours et les Semi-Croustillants qui sont là depuis le début. Alors, quand on dit depuis le début, c'est sorti Covid. Hein. L'histoire est encore un peu... récente, pas très dense, voilà. On verra Alors, là, aujourd'hui, la Ligue 1, c'est fin du mois d'avril. Donc, ce sera le match retour de la Ligue 1. Et puis là, on verra qui reste et qui redescend et qui active son joker pour peut-être rester l'année prochaine. Ok. Et après, du coup, de tout ça, va sortir en fait l'équipe de France. Tu peux nous présenter un peu comment ça se passe, la sélection de l'équipe de France? Oui. Alors, l'équipe de France, c'est un petit peu à part, tout en étant un peu lié. Les 4 équipes gagnantes, les 4 meilleures équipes de Ligue 1 vont s'affronter dans un événement spécial qu'on appelle le Big Four, qui a lieu en septembre. Et le gagnant du Big Four, le capitaine de l'équipe gagnante du Big Four, devient capitaine de l'équipe de France. L'idée de ce système, c'est de dire, déjà la date, c'est pour que ce soit en début d'année universitaire, puisque la Coupe du Monde a lieu en août. Donc, en septembre-octobre, on sait déjà qui est le capitaine pour l'édition d'après, donc ça donne 10 mois de préparation. La deuxième idée, c'est de dire votre légitimité en tant que capitaine provient du jeu, de la table, de votre capacité à rassembler des joueurs, à faire des matrices. Les matrices, c'est quand on estime les points de l'adversaire et qu'on fait des calculs très savants avec. Et ensuite, montrer qu'on sait travailler dans le top niveau pour ensuite obtenir le brassard de capitaine.
mais il n'est pas obligé d'emmener les 8 joueurs de sa propre équipe. Parce qu'on se dit aussi, on doute fortement que dans une équipe, il y ait les 8 meilleurs joueurs français. Ouais. On pense qu'ils sont un petit peu partout, que le capitaine il doit aller voir tous les possibles, les autres équipes, en Ligue 1, mais peut-être aussi en Ligue 2 ou dans des endroits qui ne sont pas forcément mis sous les projecteurs de la Ligue 1. Et donc, il a 10 mois pour faire son pool de joueurs. Mais il a libre, il fait comme il veut. S'il se dit, tiens, j'ai envie d'organiser un mini tournoi à Marseille parce que je sais qu'il y a 3 bons joueurs pour en faire sortir un, il fait vraiment ce qu'il veut en fait. Ouais. Il peut soit organiser des événements, soit créer des discussions avec d'autres capitaines, se déplacer dans les événements, surveiller un petit peu ce qui se passe sur TTS, ce qui se passe sur les classements de type Elo, de type T3, voir un peu les personnes qui apparaissent dans les tournois internationaux, qui performent à différents points. Il y a vraiment une grande liberté. Quitte à aller drafter quelqu'un qui n'a pas forcément pensé à aller rejoindre l'équipe de France et où il se dit, tiens, il a vraiment du potentiel. En plus, il joue un codex dont on a besoin, entre guillemets. Très bien. Et donc, toujours 8 codex différents. Mais le capitaine, du coup, il fait partie des 8 codex ou il joue même pas, en fait, le capitaine ? Il est libre de choisir. On avait LOL qui, quand il était capitaine il y a 3 ans, a décidé de ne pas jouer. Ensuite, Percastor, il était capitaine il y a 2 ans. Lui, il a décidé de jouer. Et cette année, c'est Zeka, et lui, il a décidé de ne pas jouer. Okay. Donc, c'est vraiment à sa convenance. Il peut soit être capitaine-coach, soit être capitaine-joueur. Les deux sont faisables. Ok. Et après, du coup, le circuit WTC, c'est ça ? Ouais. Une fois qu'on a l'équipe de France. Tu peux nous en parler un petit peu pour ceux qui ne sont pas habitués de comment ça fonctionne ? Oui, avec plaisir. Le circuit WTC, il commence quand le rendu des listes est effectif, et c'est à peu près vers le 15 juillet. Je dis à peu près parce que la date peut changer. Si jamais il y a une sortie qu'on a envie de prendre en compte, on peut avoir un petit peu de flexibilité. Le WTC, la Coupe du Monde, a toujours eu pour objectif de jouer avec la version la plus récente possible. Donc s'il y a un codex qui sort une semaine avant, on va sûrement dire oui, on le prend, pour que les joueurs et la communauté voient le dernier codex Orc et pas celui qui est sorti avec l'index en première version. Donc la date peut changer, mais on est toujours sur à peu près le mois de juillet, début mi-juillet à peu près. Et ensuite, l'événement a lieu le 10 août. Il y a mardi, mercredi, jeudi, c'est le solo. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le team. Et le solo, c'est forcément des gens de l'équipe de France ? Ou alors ça peut être complètement dépendant ? Non, c'est vraiment pour profiter de la salle, profiter qu'il y ait des joueurs qui viennent de l'ensemble du monde en team pour leur proposer un événement en solo juste avant, pour tester leur liste, faire des matchs en plus, etc. Pour l'instant, au solo, ça s'appelle le War Master, et on est 300 joueurs en tout, dont 150 Français. Donc ça va être très French speaking. 150 Français, la moitié des joueurs inscrits sont français. Ouais, tout à fait. Ok, c'est comment ça fait ? Vu que c'est en Belgique, c'est assez facile d'accès. Ouais. Et comme c'est un moment où on peut rencontrer plein de joueurs internationaux et de rester aussi en Belgique après pour soutenir son équipe ou pour faire du tourisme, c'est vraiment un moment assez sympa à vivre en août. Et en team, ensuite, on a actuellement à peu près... on estime, parce que les inscriptions des équipes arrivent au fur et à mesure, on estime à arriver à 40 équipes internationales. Donc ça fait 40 x 8, 320 joueurs, plus les coachs, plus les capitaines. Ça va être un bel événement à Mechelen. Mechelen, c'est au nord de Bruxelles. Si vous voulez venir, c'est facile d'accès. Hein. C'est direct, maintenant ça s'appelle l'Eurostar, autrefois ça s'appelait le Thalys. Et après, c'est un petit train qui fait 20 minutes, je crois, pour aller à Mechelen. Est-ce qu'il peut y avoir 2 équipes de France qui s'affrontent ? Nine. C'est possible ça ? Parce qu'en fait, je dis ça sur Star Wars Légion, en fait, il n'y avait pas de limite, en fait. C'était vraiment des équipes qui s'affrontaient et on pouvait avoir 2 équipes de France, UK1, UK2, UK3, etc. Ça, pour 40K, c'est pas possible. Non, c'est totalement impossible. C'est un pays égale
une équipe. J'ai juste mis pays entre guillemets parce que dans certains cas, le pays est coupé en plusieurs parties. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande jouent dans des teams différentes. On s'inspire beaucoup de ce que font les JO et de ce que font la FIFA pour faire le découpage des pays. Donc ça ressemble pas trop à des pays de l'ONU, mais plutôt à des pays des compétitions sportives en fait. Donc ça c'est, et il peut y avoir une team qui s'appelle United Nations. Ça c'est si on est un nombre impair d'équipes nationales. Alors on crée de facto une nouvelle équipe pour éviter qu'il y ait une équipe qui se retrouve sans jeu pendant un moment. Donc aussi, une des choses moi, qui m'a poussé, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que quand on s'est rencontrés justement au French War Game Day, en fait, j'ai pu apprécier en fait le nouvel état d'esprit qu'il peut y avoir dans les tournois. Et ça, c'est quelque chose qui a été insufflé en partie par la FEC, je pense. On peut dire ça ? Cette façon de jouer. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont... alors le cliché, on va dire, que si tu vas en tournoi, tu vas te faire marcher dessus, les gens sont pas agréables, si je peux gratter un petit pouce par-ci par-là, ou alors ne pas dire les choses, et puis t'as fait une erreur, bah tant pis pour toi, etc. C'est quelque chose qui était vrai, hein, qui a été le cas pendant des tournois il y a de ça plusieurs années, et maintenant tu me dis que tu m'as dit, et je l'ai vérifié en le voyant justement dans les tournois, c'est quelque chose qui tend à évoluer et qui a même complètement changé. Oui. Ce que tu décris était vrai, et je le mets un petit peu au passé parce que la volonté que nous on a eue, c'est de mettre dans les événements beaucoup plus de fair play, beaucoup plus de bonne ambiance. Tout simplement parce qu'on se dit que c'est déjà un jeu de figurines. On a envie de passer du bon moment ensemble. On passe un week-end ensemble à pousser des pitous et on a envie que tout se passe bien, parce que quand tout se passe bien, c'est quand même infiniment meilleur pour tous, pour les orgas, pour les joueurs, pour les arbitres, etc. Et on a basé un certain nombre de directives. Je dis ce mot pour dire vraiment que c'est quelque chose de fort et que les arbitres implémentent et sont extrêmement vigilants en événement pour garantir que ce soit respecté. Et les joueurs se sont saisis du sujet. Hein. C'est pas du tout une espèce de punition ou quoi que ce soit. Ouais. Donc tout le monde s'est saisi de ce sujet-là et l'applique maintenant. C'est d'être extrêmement fair-play avec son adversaire, de parler beaucoup du jeu d'intention. Le jeu d'intention, c'est simplement dire, écoute, je vais faire ça, pour être en contrôle d'un objet, pour avoir une charge à 8 que j'ai mesurée avec toi, comme ça, voilà. Et si jamais, pour une raison quelconque, la figurine est tombée, j'ai déplacé un élément, etc. Comme je l'avais dit, on est dans une optique de oui, c'est vrai, évidemment, pas de souci, tu l'avais dit, reviens là, n'oublie pas, rien. J'ai même eu un adversaire qui dit je te rappelle quand même que tu avais dit que tu voulais rester sur cet objet. Donc si tu pars, c'est bizarre. Il fait, ah mais oui, c'est vrai, c'était mon objectif c'était mon objectif secondaire de faire ça. Je fais, ah oui, merci. Et ça se passe à tous les niveaux de jeu. Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1, événements hors Ligue, Open. Alors, quand j'utilise le mot Open, c'est les événements avec beaucoup de joueurs pour obtenir un Golden Ticket, essentiellement. Donc, Golden Ticket, c'est pour aller à la Coupe du Monde à Atlanta, à la Coupe du Monde en solo. Donc, même dans les événements à fort enjeu, il y a quand même il y a ce spirit-là qui est partout. Et donc, c'est ce que j'appelle le fair play, et le jeu d'intention, dire ce qu'on fait, et échanger avec l'adversaire de manière extrêmement honnête et directe en disant voilà, je vais faire ça, etc. Et alors, ça va même plus loin en fait. Ouais, vas-y, mais tu vas y venir peut-être. Tu vas y venir. Ouais, c'est ce que nous on appelle le gotcha. Ouais. Il part du principe que personne ne peut connaître 100% des codex. Et on n'est pas là pour juger la connaissance encyclopédique d'un joueur en sachant qu'à la page 23, il se passe ça. Non, ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire quand on joue contre quelqu'un, il nous dit quelle est son armée quand il la présente, et aussi les différents combos, les différentes forces de son adversaire. Alors, avec cette unité, je peux advance ses charges. Avec cette unité, je peux advance ses tirs. Attention, cette unité-là, elle va ignorer tous tes modificateurs. Cette unité-là, avec un certain stratagème, je peux augmenter tel ou tel aspect. Et donc, on a une discussion au début de la game en faisant ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que même pendant la game, les joueurs ils disent « Attention, avec cette unité-là, je peux faire ça. Donc, évite de te mettre à telle ou telle distance parce que sinon, je vais te rentrer dedans. »
où je te rappelle que je peux faire une intervention héroïque à ce niveau-là, sois vigilant. Et ça rend la game beaucoup plus fluide, beaucoup moins je suis tombé dans un piège, j'ai perdu, etc. Et beaucoup plus intéressante parce qu'on va juger on va juger. Ça va être plutôt l'intelligence stratégique et tactique du joueur dans certaines situations plutôt que de savoir, de se rappeler la connaissance que le des règles. Ouais. Et donc, hormis les règles de base, c'est-à-dire une fois que tu as débarqué, tu peux bouger, sauf si ton transport a bougé lui-même. Bref, sur les règles de base, là, l'adversaire n'est pas obligé de rappeler toutes les règles de base, mais sinon, il y a une très grande discussion qui s'instaure, et ça détend beaucoup l'atmosphère, parce qu'on se rend compte que tu as toutes les infos, donc il n'y a pas de... Ouais, tu te sens pas en papaouté au dernier moment parce que le gars il t'avait pas dit qu'il avait cette règle-là et dans la fac il y a eu ça, etc., etc. Parce que c'est sûr qu'avec le nombre de codex sortis, déjà, maîtriser son propre codex c'est déjà quelque chose, mais après maîtriser tous les codex de tous les joueurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça évite des pertes des game tour 1. Si jamais tu as une armée que tu déploies très agressivement et que ton adversaire fait la même, c'est toujours bizarre quand les deux adversaires font le même type de déploiement parce qu'on pense qu'il y en a un qui s'est trompé par rapport à l'autre. Et s'il ne te dit pas qu'il peut advance ses charges, tu peux te retrouver avec toute ton armée au corps à corps, au tour 1, ou ce genre de dispositif, tu vois. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de redémarrer la game ou d'arrêter parce que tu dis, je me suis fait avoir, je peux même pas passer plus d'un tour à jouer. Je suis en train de penser à une vieille histoire, genre je vais plus me rappeler qui c'était, mais toi ça va t'évoquer quelque chose. Si je te dis une ligne de croûte qui partage toute la table. Oui, bien de ce sûr. moment-là. Est-ce que c'est quelque chose des petits wildcards, oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir encore maintenant, ou est-ce que du coup ça rentrerait dans le cadre des choses qui seraient moins dans l'esprit? On pourrait le voir si le joueur n'a pas du tout prêté attention au fait que l'unité peut se déployer. Alors, les règles du jeu aujourd'hui empêchent ça. Tu peux plus mettre une unité comme ça qui ne peut venir que d'un côté. Ça marche plus. Mais on pourrait le voir seulement dans la pire des situations, c'est-à-dire que le joueur a expliqué tout ce qu'il peut faire et que l'adversaire n'est pas du tout écouté et qu'il est déployé de manière extrêmement cavalière et mis énormément de choses en réserve, ce qui l'aurait bloqué. Les règles aujourd'hui l'empêchent quasiment. Le fait que tu expliques ce que tu vas faire l'empêche. Donc la probabilité est extrêmement faible que ça arrive. De voir des choses aussi. Très drôle. Enfin, très drôle, question de point de vue. Mais ce serait... ça peut arriver. Ce qu'on peut voir par contre, c'est des éléments de... comment dire, de méconnaissance de certaines règles. Sur un certain nombre de scoring, quand tu as une attach unit, une unité avec son personnage, que tu tues les bodyguards ou que tu tues le personnage, ça peut enclencher un certain nombre d'éléments, puisque l'unité globale a disparu, mais encore une des unités qui en faisait partie, qui est toujours là. Comment se comportent les règles, comment se passe la validation des points des secondaires à ce niveau-là. Donc là, on peut avoir quelques petites questions. Et là, ça relève alors des arbitres. Quand les arbitres ils voient une situation, ils se disent « Ok, il y avait peut-être un manque d'information qui provient d'une combinaison de règles et de rule commentary. » Alors là, on arrive et on essaie de voir un petit peu l'élément. Oui, c'est le but de l'arbitre, c'est de rapporter un élément humain par rapport à juste des lignes de texte et puis de dire « Ok, là, on peut imaginer qu'il n'y avait pas une mauvaise intention et que c'est une méconnaissance et que ça passe. » Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, c'est le genre de choses, tu vois, quand tu me l'as raconté, tu vois, moi j'ai tendance à faire oui, pourquoi pas, mais bon, admettons, mais j'ai fait pas mal de tournois à une certaine époque et tu te dis oui, c'est pas. Bon, c'est pas ce que j'ai vécu, mais pour l'avoir vécu en vrai, c'est vrai que je me suis dit, quand même, quoi, c'est vrai que c'est impressionnant. Et quand je passais pour faire des photos, des vidéos de table en table, je l'ai vécu 3 tables où le gars il fait non, mais fais attention parce que tu sais, là j'ai mon stratagème et tout, après je pourrais te faire ça. Le mec fait ok, puis qui se déplace. Et là, tu dis, waouh, les mecs, ils sont 1v1, il y a des golden tickets à gagner. Et le mec qui lui dit ça, et tu dis, non, mais c'est vrai, ils ont vraiment réussi. Et je pense que vous avez vraiment réussi avec la FEC à faire évoluer les mentalités. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, pour dire aux gens qui auraient un petit peu peur d'aller en tournoi, franchement, allez-y, ça a évolué par rapport à ce que vous avez pu connaître. Et je pense que c'est un fait, en fait. Voilà. T'es d'accord, tu vas pas dire non, hein. Tu vas pas dire non. Non, je suis d'accord, mais en plus, c'était un des éléments majeurs qu'on avait envie de déployer parce que on aime notre jeu, on aime le jeu Warhammer, on aime
jouer avec des amis, on aime aussi organiser des événements. Plus il y a d'événements, plus les gens peuvent passer des bons week-ends. Mais j'ai bien dit des bons week-ends. Donc on a envie que quand ils viennent en événement organisé, quand ils viennent en tournoi, quelle que soit la taille, quel que soit l'enjeu, qu'ils passent un bon moment. Et c'est pour ça qu'on a vraiment eu envie, et on n'était pas tout seul, hein. Les organisateurs de tournois, les capitaines, les joueurs, tout le monde est allé dans cette direction en disant on a envie que tout se passe. Ouais, c'est une envie collective mieux au final. mieux, Et puis s'il y en a un ou deux qui veulent pas, au final, après ils sortent ouais. ils sortent un peu du circuit, ouais. Ok. Dernière chose, il nous reste 5 minutes avant que tu ailles en cours. Donc tu as l'immense honneur d'être un héros du Warhammer, héros Warhammer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voir comment ça se présente? Je vais vous montrer ça un petit peu. Donc ça, c'est le site, voilà, Warhammer Heroes. Donc chaque année, en fait, il y a tout simplement des gens qui sont sélectionnés pour être héros Warhammer. Et donc, nous avons l'ami Manoué qui est juste un peu en dessous. Voilà. Ouais. Donc j'aimerais que toi, tu as le droit à un pseudo. Hein. Les autres n'ont pas le droit à leur pseudo. Et toi, tu as le droit à ton pseudo. Comment ça se fait, ça? Ah, je l'ai demandé. Couché. En fait, j'ai reçu un email me demandant qu'est-ce que je voulais voir affiché. Et j'ai dit, je crois que dans l'ensemble du monde, ils mettent leur nom et leur prénom. Dans un certain nombre de pays, il y a l'habitude aussi de rajouter le pseudonyme. Et je me suis dit, je vais le demander. Alors, comment ça se passe? Comment tu as été sélectionné? Tu sais un peu comment ça... Alors, comment on devient héros du hobby, en fait? J'ai très peu d'infos sur le process. Je sais qu'il y a eu un moment, il y a quelques mois, ils ont annoncé que la communauté, que les personnes à titre individuel de la communauté pouvaient nominer, enfin bref, proposer des noms. Il y a eu beaucoup de noms qui sont arrivés d'après mes informations chez Gwei. Ensuite, ils ont fait plusieurs réunions, et dans cette réunion, ils ont choisi les personnes sur une liste de critères que je ne connais pas. En fait, il y a très peu d'infos. Et donc, ils ont choisi les personnes qui étaient Warhammer Heroes. L'idée, c'est comme ils l'annoncent sur leur site, hein, c'est de mettre en avant des personnes qui ne sont pas mises en avant par purement l'aspect joueur. C'est des personnes qui organisent des tournois, qui essayent de faire vivre la communauté, sans en étant le premier, deuxième ou troisième d'un Open ou d'aller à Atlanta en tant que joueur. C'est plutôt pour l'ensemble de tout ce qui se passe sur l'aspect communautaire. C'est un peu les héros inconnus, justement, ceux qui n'ont pas, qui sont pas sur les podiums, qui sont pas mis en avant, etc. Et qui œuvrent dans l'ombre, justement, pour que les gens puissent jouer à Warhammer. Oui, un peu les hommes de l'ombre, dirons-nous. Et donc, pour l'ensemble du travail qui a été fait, alors moi je suis l'image, mais en fait c'est pour l'ensemble du collectif, c'est l'ensemble des personnes qui ont contribué au développement de la scène française du jeu 40K. Tous ces aspects qu'on a eu cette distinction. C'était assez original. Et ça s'est passé comment alors? Du coup, il y a une remise de prix? Alors, moi, j'ai eu un mail de leur part en rentrant du French War Game Day. Donc, j'étais épuisé. J'étais en train de faire le bilan dans ma tête ce qui s'est passé en bien et ce qui peut être amélioré au French War Game Day. Pour que c'est encore chaud dans l'idée. Donc, je notais les trucs, j'étais en train de travailler. Et en même temps, je me suis dit, j'ai encore un Open 3 semaines après. Et juste avant, j'allais en Autriche pour arbitrer l'Alpine Cup. Et donc, j'avais tout ça dans la tête. Et j'étais en train de rédiger tout ça. Et à la fin, je reçois ce mail-là et je vois que je me retrouve nommé pour cette distinction. Et donc, je fais « Ok ». Alors, je n'ai pas cru. Je me suis dit « Ouais ». Je réouvre le mail et je fais « si ». Je leur dis « Merci. Comment ça se passe ?» Ils me font « On a d'abord besoin d'une photo ». Alors moi, ma capacité à faire des photos, elle est assez légendaire puisqu'elle est extrêmement mauvaise. Donc, j'ai envoyé la photo. Et ensuite, on va avoir une cérémonie où on va nous donner le petit le médaillon. Et ils vont l'afficher ensuite au Warhammer World sur le tableau des personnes qui ont eu cette distinction. Okay. Et tout ça, ça va être assez sympa, je pense. Mais tu l'as déjà récupéré, la médaille? Ça s'est déjà passé, ça? Non, pas encore.
Non. Ok, donc t'as pas encore été manger les petits fours, ça se passe à Nottingham ou Warhammer World du coup? Ils ont proposé 2 endroits, soit à Nottingham, soit à Atlanta. Moi j'ai dit, comme je suis parisien, Nottingham c'est plus facile d'accès, parce qu'en plus il y a même des vols directs, Ouais. Paris-Nottingham, dans un avion en hélice, assez original. Ou bien à Atlanta j'irai pour la Coupe du Monde, mais alors ce sera forcément en novembre. Donc j'ai dit, c'est à vous de voir. Moi je peux aller à l'un ou à l'autre en fonction de la date. Ok. Ok, avec Mais une belle médaille. c'était vraiment... En fait, j'y croyais pas parce que tout ce que nous on fait, c'est juste volontaire. Il y a pas de... On a juste envie que ça se passe bien, on a envie que la scène française se développe. Plus il y a de joueurs, plus il y a d'événements, plus nous on est satisfait. Quand ça se passe bien, on est encore plus satisfait. Quand les gens sont heureux et qu'ils reviennent, alors là, c'est vraiment la meilleure des récompenses. Et on le fait pour les joueurs, pour la commu. Et quand on a eu la récompense de Game Workshop, là, j'étais extrêmement ému parce que je me suis dit que même l'éditeur se rend compte de tout ce qui se passe dans notre pays et que c'est quand même cool, quoi. C'est marrant parce que tu dis vachement sur on, alors qu'en fait, la distinction c'est plutôt sur une personne en fait, non? Et toi, tu vois vraiment ça comme quelque chose de plutôt collectif sur c'est la FEC de 40K en gros qui a été récompensée. Oui, je le vois vraiment en collectif parce que c'est un travail collectif. Nous, c'est pas Mathieu qui a eu la récompense, c'est les organisateurs de tournois, c'est la FEC, dont l'un des visages, c'est moi. Tu vois, mais c'est vraiment une récompense collective pour le travail fait. Je pense, j'en suis certain, c'est pour le travail fait par l'ensemble des orgas, l'ensemble des arbitres, l'ensemble des membres de la fédération qui se donnent beaucoup pour la commu et on aime faire ça. Hein. C'est vraiment, on aime faire ça, c'est un plaisir de créer tout ça et c'est une récompense collective. Ok. Ouais. Non, c'est intéressant. Bon, il faudrait que j'aille interviewer Vous êtes combien? 40, non, je crois? Un truc comme ça? Je sais pas combien il y a de personnes. Mais ils en ont fait pas mal parce qu'ils l'ont pas fait depuis 4 ans. Donc je pense qu'ils ont fait... C'est vrai que je me disais que c'était... J'avais pas l'impression que c'était là l'année dernière et que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu, en fait. Les derniers, c'était en 2020, je crois, de mémoire. Donc là, ils en ont refait un et je pense qu'ils en ont fait un certain nombre parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ces 4 années. Oui, forcément, ouais. Bon, très bien. Eh bien, écoute, félicitations à toi, félicitations à Merci, la FEC. merci. Et puis, vu qu'on est arrivé au bout du timing, on est bon. On est bon. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à découvrir Manwë. Et puis, voilà, moi, je donne rendez-vous dans des prochaines interviews. Et puis, Manwë, à une prochaine. À une prochaine. À bientôt. Plaisir. Salut à tous.